Vous êtes juste de passage, n'est-ce pas? A demandé la voisine, un verre de crément à la main, en jetant un coup d'œil vers la maison. Avant que je ne puisse répondre, Claire la rit, coupant la parole d'un ton léger. Oh non, elle reste un moment chez nous, la maison est à nous. C'était dit, avec grâce, avec humour, comme une banalité charmante. J'ai souri moi aussi, non parce que cela ne m'avait pas blessée, mais parce qu'à 71 ans, j'avais appris à saigner en silence. L'après-midi s'est déroulé comme un théâtre auquel je n'avais pas été conviée, mais où l'on m'avait assigné une place discrète. Les enfants hurlaient de joie autour des guirlandes colorées, du papier cadeau chiffonné s'amoncelait sur la pelouse, et les adultes se pressaient près du buffet avec des assiettes en carton. J'étais là, comme toujours, assez proche pour être utile, assez éloignée pour ne gêner personne. C'était moi qui avais sorti les chaises pliantes, découpé la tarte aux mirabelles, repassé la chemise de Luc pendant qu'il cherchait les bougies. Mes mains sentaient encore le citron et l'amidon, mais personne ne semblait le remarquer. J'étais un élément de décor. Ce n'était pas la première fois que Claire me désignait comme invitée. Je l'avais entendu plusieurs fois, au marché, à l'école, au centre de loisirs. Mais aujourd'hui, ça m'a coupé différemment. Peut-être à cause du regard que la voisine m'a lancé ensuite, incertain, hésitant, comme si elle ne savait plus s'il fallait m'inclure dans la conversation. Ou peut-être à cause de ce rire, léger, poli, mais tranchant. Je ne pourrais pas l'expliquer, mais j'ai senti une petite porte se fermer derrière moi, et tous les autres semblaient déjà avoir tourné la page. Une fois les bougies soufflées, les gâteaux entamés, les enfants tombés de fatigue, couverts de sucre, je suis montée à l'étage. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, je me suis assise à mon petit bureau et j'ai ouvert le tiroir du bas. En dessous d'un paquet de lettres jaunies de mon mari Henri et du contrat de vente de la maison que nous avions partagé, se trouvait une fine chemise cartonnée que je n'avais pas touchée depuis des années. Je l'ai sortie à deux mains, l'ai posée à plat sur le bureau. Les papiers ont murmuré dans le silence. Parmi eux, une note de Victor, mon vieil ami avocat, rédigée il y a plus de 10 ans. Une clause qu'il avait rédigée à ma demande quand j'avais aidé ma nièce à financer un logement. Je ne m'en étais pas servi, mais il avait insisté. Ne donne jamais sans preuve, Marie. J'ai Marie, mais à la famille. J'avais ignoré ce conseil quand Luc avait appelé avec son idée de rassembler nos ressources. Aucun papier, aucun acte partagé, juste la confiance. Parce que c'était mon fils. Parce que l'amour, croyais-je, n'avait pas besoin de conditions. Mais ce soir-là, avec les rires de Claire encore dans l'air, quelque chose s'est clarifié en moi. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de la tristesse, c'était de la lucidité. Je n'étais pas une invitée, j'avais payé les fondations de cette maison. Et désormais, j'allais reprendre les clés. Le vieux mas sentait toujours le romarin et la terre humide au petit matin, des parfums qui venaient du jardin que j'avais cultivé avec Henri pendant plus de 30 ans. Ce n'était pas une grande maison, des murs en pierre blanche, des volets bleus écaillés, une toiture que Henri réparait lui-même chaque été, mais c'était chez nous. Chaque pièce connaissait nos rires, nos silences, nos gestes du quotidien. Il y avait sa voix qui grondait doucement lorsqu'il faisait ses mots croisés, mon fredonnement lorsque je repliais les draps, le cliquetis discret de nos tasses à thé longtemps après le dîner. Et quand Henri est parti, c'est là que mon deuil est resté. J'ai vécu encore 5 années dans cette maison après sa mort. Je continuais à entretenir le jardin, à réparer ce qui tombait en ruine, à faire tourner la vieille 2 en 5 qui toussait à chaque démarrage. Les voisins passaient y parfois prendre des nouvelles, et d'anciens élèves me rendaient visite avec leurs enfants, m'appelant encore Madame Marie. Mais les soirées étaient longues. Ce qui autrefois était paisible devenait pesant. Mes genoux se plaignaient en hiver, les escaliers semblaient plus raides, et l'air lui-même paraissait plus lourd. Non pas hanté, juste trop rempli de souvenirs qui n'avaient plus d'endroit où aller. C'est un soir de janvier, alors que la pluie battait contre les vitres, que Luc a appelé. Sa voix, plus grave qu'à ses 20 ans, avait gardé cette chaleur familière. On n'a qu'à réfléchir, ma manche, m'a-t-il dit, et j'ai senti quelque chose se redresser en moi. Il m'a parlé de leur recherche d'une maison plus grande, plus proche de Bordeaux, avec de l'espace pour les enfants et une chambre tranquille juste pour moi. Il était temps de tourner la page, a-t-il ajouté. On va écrire ensemble le nouveau chapitre. Je n'ai pas hésité. L'idée d'être proche de mes petits-enfants m'a réchauffé comme un feu qu'on rallume. J'imaginais les trajets à l'école, les jeux de société après le dîner, peut-être même un petit coin de jardin pour replanter mon romarin. Je leur ai proposé mes économies sans qu'ils aient à demander. Presque tout venait de la vente du mas, que j'ai finalisé en 2 mois.
C'était difficile, bien sûr. Arpenter chaque pièce une dernière fois, dire adieu aux pantoufles d'Henri, à la marche d'escalier qui grinçait toujours sous mon pied. Mais je me suis dit que c'était avancer. Offrir, pas perdre. Il n'y a eu aucun papier, aucun acte signé, seulement des promesses chaleureuses, des sourires reconnaissants. Tu auras toujours une place chez nous, avait-il dit. La famille, ça se soutient. Je les ai crus. Je voulais les croire. Quand on a emménagé dans leur nouvelle maison, j'ai pris la plus petite chambre, tout au bout du couloir. J'y ai lentement posé mes affaires. La photo de notre mariage sur la commode, une tasse en porcelaine sur la table de chevet, mes carnets sous le lit. Ça ne ressemblait pas à chez moi, pas encore. Mais je me suis dit que ça viendrait. Après tout, je leur avais donné tout ce qu'il me restait. Cela devait bien compter pour quelque chose. La première fois que nous avons visité la maison ensemble, c'est moi qui ai remarqué la lumière. Elle entrait à flot par les hautes fenêtres de la cuisine, réchauffait le sol près de la table du petit déjeuner et rebondissait doucement sur les meubles en bois clair. Tu vas l'adorer, maman, avait dit Luc en passant son bras autour de mes épaules. Claire hochait la tête en tenant la brochure de l'agence, un sourire contrôlé aux lèvres. Les enfants, eux, couraient déjà dans les escaliers, revendiquant les chambres à coups de rire. Je suis restée dans l'entrée, essayant d'imaginer ma vie s'emboîter dans la leur. Plus tard, nous nous sommes arrêtés dans un petit café à 2 rues de là. Autour d'un espresso et d'un éclair au chocolat que personne n'a fini, Luc m'a parlé des finances. Pas dans le détail, juste assez pour que je comprenne qu'ils étaient à la limite de leurs moyens. Avec ton aide pour l'apport, on peut gérer le prêt, a-t-il dit, un regard furtif vers Claire, qui n'a rien ajouté, se contentant d'un sourire. Mon argent, toujours là depuis la vente du mas, attendait un sens. Bien sûr, ai-je répondu, posant ma main sur la sienne. Si cela nous permet de construire ensemble, je suis heureuse de participer. Personne n'a évoqué la propriété, aucun acte à signer. Juste des hochements de tête, de la chaleur et l'idée que c'est ce que font les familles. Je me suis dit que ce n'était pas important, je faisais confiance à mon fils. Demander une reconnaissance formelle, exiger une place sur le titre de propriété, cela aurait été froid, comme remettre en question l'amour que je lui avais donné toute sa vie. J'étais sa mère, celle qui l'avait élevé, consolé, accompagné jusqu'à l'homme qu'il était devenu. Pourquoi aurais-je eu besoin de preuves? Quand le virement a été fait, un simple transfert silencieux entre 2 comptes bancaires, je n'ai même pas pensé à appeler Victor. J'y ai songé plus tard, brièvement. Il m'aurait averti, mais j'avais choisi la confiance. J'avais enterré l'instinct de me protéger sous le souvenir de la main de Luc dans la mienne quand il avait 6 ans, effrayé par l'orage. Le déménagement a été un tourbillon de carton, d'odeurs de peinture fraîche, de robinets capricieux. Je suis restée discrète, nettoyant les coins oubliés, occupant les enfants pendant que Claire disposait les coussins et déballait les lave-vaisselle. Ma chambre a été aménagée en dernier, une petite pièce avec des murs beiges et une penderie étroite. On va te mettre un lit plus grand, avait promis Luc. J'avais souri, je n'ai rien demandé de plus. Je me disais que ce n'était donc que des détails. Un peu moins de place, un peu moins d'intimité, mais plus de rire, plus de proximité, plus de cette famille que j'avais bâtie et qui maintenant se retrouvait autour de moi. C'était ça, la promesse, non? Que cette maison serait notre avenir partagé. Pas un cadeau, une union. Je m'y accrochais comme à une corde dans le noir, et pendant un temps, elle m'a maintenue debout. Les premiers mois dans la nouvelle maison ont été empreints de cette douce agitation que j'ai prise pour un sentiment d'appartenance. Il y avait toujours quelque chose à faire, préparer les goûters, plier le linge, retrouver une chaussette disparue. Je me levais avant tout le monde, descendais sans bruit pour mettre l'eau à chauffer, aligner les bols sur la table. Claire descendait plus tard, bâillant doucement, me lançant un «Merci Marie», distrait en consultant son téléphone avant de partir pour son cours de yoga. Je ne m'en offusquais pas. Ces gestes m'étaient familiers. Le soin aux autres n'était pas seulement une habitude, c'était une seconde nature. Luc m'embrassait sur la joue avant de partir au bureau, lançant un «Je t'aime maman» entre ses clés et sa sacoche. Les enfants grimpaient encore sur mes genoux sans y penser, me montrant leurs dessins, posant 1000 questions, m'enveloppant d'une d'affection spontanée. Je croyais y trouver un sens, une raison d'être. Mais peu à peu, j'ai remarqué les endroits où je ne tenais plus tout à fait. Le nom sur la boîte aux lettres, seulement Luc et Claire, bien imprimé en lettres majuscules, puis les photos de famille sur la cheminée, où je n'apparaissais pas. Ma tisane préférée manquait dans le placard. Et puis, il y eut cette sortie à la cueillette de pommes. Ils sont revenus les joues rouges et les bras pleins de sacs, riant de leur journée, sans m'avoir rien dit. C'était une idée de dernière minute, m'a dit Luc plus tard, un air gêné.
Les enfants voulaient vite sortir, on n'a pas pensé. J'ai hoché la tête, je l'avais déjà pardonné avant qu'il finisse sa phrase. Mais au fond, quelque chose s'était replié. Ma chambre, elle, ne changeait pas. Je laissais la photo de notre mariage sur ma commode, jusqu'à ce que Claire me glisse, poliment, que cela risquait de troubler les enfants de voir un cas commun. Point d'un inconnu. J'ai rangé le cadre dans le placard. Une boîte est apparue dans le garage, étiquetée Marie Déco, à côté des cartons de Noël et des jouets usés. Dedans, j'ai retrouvé mes albums photos, le vase qu'Anori m'avait offert pour nos 30 ans, mes serviettes en lin du dimanche. J'ai demandé, une fois, si je pouvais libérer un petit coin dans le placard de l'entrée pour mon manteau. Claire a souri, gracieusement, comme toujours. On est un peu à l'étroit, mais tu as ce joli crochet dans ta chambre, non? J'ai acquiescé. Bien sûr. Ce n'était qu'un manteau, qu'un coin. Les silences ont pris plus de place. Je ressentais mes gestes comme intrusifs, le grincement du plancher sous mes pas, le cliquetis des placards, le froissement de mes pages la nuit. J'ai arrêté de faire des gâteaux, je n'ai plus proposé, j'ai attendu qu'on me demande, et cela arrivait de moins en moins. Mais je continuais de sourire. C'était plus simple. Ils ne m'avaient jamais dit que je n'étais pas la bienvenue, pas avec des mots. Ils avaient simplement cessé de me rappeler que j'étais chez moi. Ce n'étaient pas seulement mes photos qui disparaissaient. Peu à peu, j'ai remarqué que ma présence elle-même se réduisait, effacée par de petits gestes bien intentionnés. Mais les torchons brodés, soigneusement pliés à côté de l'évier, avaient été remplacés par un ensemble neutre, brodé des initiales de Claire. Le savon fleuri que j'aimais dans la salle de bain d'amis avait été échangé contre un flacon assorti au reste de la décoration. Mon fauteuil préféré, un vieux bergère arrondi avec une tache d'usure sur la coudoir, avait été déplacé dans le garage un matin. On renouvelle un peu la déco, avait dit Claire, toujours avec ce ton doux. Tu comprends. J'avais compris. J'ai toujours compris. Quand des invités venaient, collègues de Luc, parents d'élèves, voisins du quartier, je préférais me retirer dans ma chambre avant qu'on ne remarque mon silence. Parfois, je restais pour aider en cuisine, offrir un verre, sourire. Mais les conversations me contournaient comme un rocher au milieu d'un courant. Claire ne manquait jamais de me présenter, mais toujours avec cette touche distante. Voici la mère de Luc, Zizeta, tu vois, disons, Luc, disait-elle. Elle était puissante, elle est chez nous pour un moment, chez eux pour un moment. Ces mots s'accrochaient à moi comme une écharpe mouillée. Ils me réduisaient à une passagère, une silhouette temporaire dans une maison que j'avais contribué à ériger, notamment avec mes économies, mais aussi avec ma confiance, ma mémoire, mon envie de transmission. J'avais vendu ma maison, emballé mes souvenirs, et j'étais arrivée ici avec l'espoir d'un futur commun. Mais dans cette maison, l'espoir était devenu fragile, une chose que je protégeais dans le silence pour ne pas le voir se briser. Même les enfants, pleins d'amour, ont commencé à refléter ce glissement. Ils m'aimaient, bien sûr, mais maintenant, ils disaient que la maison appartenait à papa et maman. Un jour, ma petite fille m'a demandé pourquoi je n'avais pas ma propre cuisine. Tu faisais de la confiture avant, m'a-t-elle dit, la tête penchée. Où est ta cuisine maintenant? J'ai ri doucement, changeant de sujet, repoussant une boucle de ses cheveux derrière son oreille. Luc, lui, ne contredisait jamais Claire. Il restait aimable, mais hésitant. Une fois, j'ai osé poser la question, doucement, s'ils envisageraient de m'ajouter à l'acte de propriété, simplement pour ma tranquillité d'esprit. Il a blêmi. C'est délicat, a-t-il soufflé. Ah, tu sais que comment Claire est avec les papiers. Ça pourrait compliquer les choses. Il a marqué une pause. On est très reconnaissant, maman, vraiment. Mais c'est encore récent. Laissons le temps faire. Alors j'ai laissé faire, j'ai cessé de demander. Mais chaque photo rangée, chaque objet déplacé laissait un vide discret. On ne m'écartait pas à coups de cris, on m'effaçait par omission, doucement, méthodiquement, au nom de l'harmonie, du goût, de l'organisation. Le jour où la voisine m'a appelée visiteuse, le travail était déjà fait. Ce moment n'a pas creusé la blessure, il l'a révélée. Et moi, qui avais toujours su encaisser, j'ai ressenti autre chose ce jour-là. Pas du chagrin, pas de l'amertume, de la lucidité. Le lendemain matin, je me suis assise seule à la table de la cuisine, bien avant que la maisonnée ne s'éveille. Le silence semblait plus épais que d'habitude, comme si chaque meuble portait encore l'écho des rires de la veille. Ma tasse de thé refroidissait entre mes mains, intacte. Les mots de Claire tournaient là dans ma tête comme une chanson oubliée. Elle est chez nous pour un moment. Ce n'était pas un cri, pas une dispute, juste une phrase. Et c'était bien cela qui la rendait plus cruelle.
Je suis retournée dans ma chambre sans bruit, non pas parce que j'étais lasse, mais parce que je savais ce que je cherchais. Je me suis agenouillée devant le tiroir sous mon lit et j'ai sorti la chemise cartonnée, celle que je n'ouvrais jamais, celle qui contenait des bouts de vie que j'avais presque oublié posséder. Parmi les documents, il y avait cette lettre, encore pliée, de Victor, mon vieil ami, avocat à la retraite, fidèle et discret. Il m'avait écrit cette clause il y a plus de 10 ans, pour un tout autre projet. Même l'amour a besoin de preuves, Marie, avait-il dit à l'époque. Un jour, tu comprendras. Chouing. Je comprenais maintenant. J'ai décroché le téléphone ce même après-midi. Sa voix, rugueuse mais familière, m'a fait sourire malgré moi. On s'est donné rendez-vous au jardin public, un banc près du kiosque à musique. Il était là, un peu voûté, appuyé sur sa canne, mais les yeux toujours aussi vifs. J'ai pris place à côté de lui. Je lui ai tout raconté, sans pathos, juste les faits. La vente du mât, le virement, l'absence de reconnaissance officielle, le sentiment de devenir invisible dans une maison à laquelle j'avais tant donné. Victor m'a écouté sans m'interrompre. Puis il a hoché lentement la tête, les lèvres serrées. Ils t'ont transformé en fantôme dans ta propre histoire, a-t-il dit. Mais tu as laissé des traces. Et du papier, c'est essentiel. Il a sorti un petit carnet de sa poche et a commencé à esquisser une chronologie. La date de la vente, le montant du transfert, les échanges d'emails, les promesses implicites. Tout ce que je lui disais, il le notait. On ne va pas les attaquer, m'a-t-il dit. Pas tout de suite. Mais on va leur rappeler, clairement, légalement, que ce n'était pas un don. C'était une fondation. Et une fondation mérite d'être reconnue. Je suis restée silencieuse un moment. L'idée d'une confrontation me semblait encore lourde, étrangère. Mais continuer comme avant, réduite à une ombre, non. Ce n'était plus possible. Je ne voulais pas punir. Je ne voulais pas humilier. Je voulais une limite là où on m'avait rendu flou. Victor a replié son papier et me l'a tendu. Tu n'as pas besoin de crier, m'a-t-il dit. Il suffit de parler clairement et de leur montrer que tu te souviens de ce qu'ils préfèrent t'oublier. Et tu vois, J'ai glissé le papier dans ma chemise, que j'ai refermé d'un geste calme. Je suis rentrée chez moi lentement, pas avec hésitation, mais avec résolution. Pour la première fois depuis longtemps, chacun de mes pas avait un poids, une direction. Je ne cherchais pas la guerre. Je reprenais ma place. Je me suis remise à bouger autrement dans la maison. Je continuais de me lever tôt, de préparer le thé, de sourire aux enfants lorsqu'ils descendaient les cheveux en bataille, mais quelque chose avait changé en moi. Je ne flottais plus à la périphérie de leur vie. J'observais. Je notais les tournures de phrases de Claire, la manière dont Luc évitait les sujets liés à l'argent ou à la propriété. Je traçais des lignes invisibles entre les silences, les regards, les absences. Chaque soir, une fois la vaisselle terminée et le calme revenu, j'ouvrais ma chemise cartonnée. Au départ, je ne faisais que relire les notes de Victor, mais très vite, j'ai commencé à les compléter. J'ai imprimé les emails où Luc me remerciait pour l'aide financière sur l'apport. J'ai retrouvé l'attestation du virement bancaire. J'ai téléchargé l'annonce immobilière de mon ancien MAS et l'ai agrafée à l'acte de vente. Chaque document, chaque date, chaque mot devenait une pièce d'un puzzle que j'avais trop longtemps laissé en vrac. J'ai cherché d'anciennes photos, celles de moi, debout à côté de Luc le jour de l'emménagement, encore en gants de jardinage, souriant devant le camion de déménagement. J'ai retrouvé des tickets de caisse, le nouveau service de table que j'avais acheté pour la famille, les rideaux des chambres des enfants. À l'époque, je n'avais pas jugé utile de les garder. Aujourd'hui, chaque papier était un fil de mémoire que je tissais patiemment. Ma chemise est devenue un registre. Je ne la laissais plus dans mon tiroir. Je la glissais dans mon sac à main, non par peur qu'on me la prenne, mais parce qu'elle s'était devenue autre chose, une encre, la preuve que ma mémoire ne mentait pas, que ma présence ne se résumait pas à un canapé et une chambre en bout de couloir. Claire ne remarqua rien. Elle poursuivit ses routines, me suggérant parfois de prendre du temps pour moi ou de m'inscrire à un club de retraités dans le quartier. Je hochais la tête, poli, je ne prenais aucun engagement. Luc, lui, semblait plus nerveux. Il ne posait plus de questions quand je m'absentais de longues heures. Il ne regardait plus les papiers que je laissais parfois traîner. Il ne s'asseyait plus à côté de moi sur la terrasse. Je soupçonnais que la culpabilité commençait à s'infiltrer dans son confort. Je ne guettais pas la faute, je me préparais. Pas par vengeance, pas pour provoquer, mais pour qu'aucun mot ne puisse plus me réduire à l'oubli. Mon registre n'était pas un dossier à charge, c'était une déclaration d'existence, et à mesure que les preuves s'alignaient, je sentais quelque chose revenir. Pas la colère, pas la fierté, ma voix,
celle que j'utilisais autrefois pour tenir une salle de classe. Claire, confiante, indiscutable, je ne disparaissais plus, je consignais mon retour. Les premiers changements furent de subtils, mais bien réels. Je commençais à me retirer doucement, non par rancune, mais comme un simple réajustement de rythme. Je ne préparais plus le petit déjeuner avant tout le monde. J'attendais que la cuisine soit vide. Mes gâteaux restaient entiers sur la table, là où, auparavant, ils disparaissaient en quelques heures. Je ne remplissais plus les formulaires d'école. Je repliais désormais mon propre linge, évitant les chemises de Luc, les blouses de Claire. Ma tendresse n'avait pas disparu. Elle s'était contenue. Claire fut la première à remarquer le changement, bien qu'elle ne dise rien de précis. Il y avait des regards plus fréquents, des commentaires plus prudents, emballés dans de fausses inquiétudes. Tu n'as pas l'air dans ton assiette, Marie. Ou encore, tu sais que tu peux parler si quelque chose te tracasse. Je souriais, je remerciais, mais je ne disais rien. Parce que Claire ne cherchait pas la vérité, elle cherchait la paix. Et moi, je lui avais offert cela pendant des années. C'était fini maintenant. Luc, lui, semblait presque soulagé par ce silence. Il ne demandait pas où j'allais quand je sortais plus longtemps, ni pourquoi je rentrais avec mon sac gonflé de papier. Il n'interrogeait pas la lettre pliée entre les pages de mon agenda. Mais je voyais son malaise. Il passait moins de temps à la maison. Il parlait moins fort. Il avait l'air de sentir le sol se dérober sous ses pieds, mais espérait encore qu'en ignorant les fissures, elles disparaîtraient. Même les enfants, avec leur tendresse intacte, percevaient donc le changement sans le nommer. Il continuait vanter de me chercher quand il se faisait mal ou avait vanté besoin d'un câlin. Mais non, il ne venait plus dans ma chambre le soir. Je ne m'asseyais plus à table d'office. J'attendais d'y être conviée. Dans leur esprit d'enfant, j'étais devenue partie du décor. Présente, mais effacée. C'est pendant l'un de ces dîners silencieux que Claire a évoqué son idée de réaménager la chambre d'amis. Un petit rafraîchissement, disait-elle en tournant sa fourchette, pour que ce soit plus actuel. Luc s'est figé, j'ai regardé mon assiette. Bien sûr, ai-je dit calmement. C'est votre maison. Les mots étaient doux mais précis, un miroir tendu sans trembler. Ce soir-là, j'ai ajouté une page à ma chemise, une liste des achats que j'avais faits pour la maison. Tapis, lampe, cadre de lit. Chaque ligne soigneusement notée, non pas pour accuser, mais pour me souvenir. Je ne voulais pas les changer, je ne voulais pas leurs excuses. Ce que je construisais, ce n'était pas une revendication, c'était une base, une vérité calme. Le moment venu, elle parlerait d'elle-même. Je ne me retirais pas, je me stabilisais. Et lorsque les lignes de faille de Fiora deviendraient en des fissures, je serais là, droite, préparée, immobile dans leur tourment. C'était un jeudi soir, banal en apparence. Les enfants finissaient de leurs devoirs au bout de la table, Claire faisait défiler son écran, allongé sur le canapé. Luc était rentré tard, comme souvent ces derniers temps, défaisant sa cravate sans même relever les yeux. Je suis rentrée juste après le coucher du soleil. Je n'avais ni cabas de marché, ni livre de tricot, ni tarte à poser sur le plan de travail, juste mon sac, fermé, serré entre mes doigts. Mes talons claquaient doucement sur le carrelage. Je me suis arrêtée un instant dans l'entrée, déposant mon manteau sur le crochet qu'ils avaient failli enlever l'hiver dernier pour gagner de la place. Je suis entrée dans la cuisine et j'ai mis l'eau à chauffer. Un geste familier, presque cérémoniel. Personne ne m'a regardé avant que je ne parle. Luc, Claire, j'aimerais vous parler si vous avez un moment. Ma voix était calme, ni hésitante, ni pressée, juste nette. Un silence a suivi, celui qui précède les décisions. Claire a relevé les yeux, son sourire s'est figé. Maintenant, il est un peu tard, non? J'ai désigné la table du menton. Juste quelques minutes. Luc a regardé l'un puis l'autre avant de hocher lentement la tête. Les enfants, allez mettre votre pyjama. On monte dans un instant. Quand leurs pas se sont éteints à l'étage, j'ai posé ma chemise sur la table et me suis assise. Je l'ai ouverte avec soin, comme quand on déplie un linge ancien. Pas de menaces, pas de grands discours, juste des preuves, le virement, les mails, les photos, les dates, le contrat de vente du MAS, la lettre de Victor, ses annotations, son calendrier, tout était là. Une avalanche tranquille de faits. Je ne suis pas en colère, ai-je dit, la voix douce mais ferme, mais je refuse d'être invisible. Luc s'est penché, le visage blême. Claire a croisé les bras, sa posture oscillant entre contrôle et défense. J'ai abandonné mon foyer pour contribuer au vôtre, ai-je continué. Ce n'était pas un don,
Ce n'était pas un prêt, c'était un engagement, et j'attendais d'en faire partie, pas seulement par sentiment, mais par droit. J'ai laissé le silence tomber. Je ne cherche pas le conflit, mais je ne vivrai plus comme une invitée. Victor a déjà préparé les options. Nous pouvons régler cela en famille ou par voie officielle. À vous de choisir. Claire n'a rien dit. Ses doigts serrés dans les manches de sa blouse. Luc fixait ses mains. Il savait. Il savait depuis le début. Et il savait que les mots ne suffiraient plus. J'ai refermé ma chemise, l'ai glissée dans mon sac et me suis levée. Je vous laisse en discuter, ai-je dit simplement. On reparlera demain matin. Puis j'ai quitté la pièce. Pas dans la colère, dans la certitude. Je ne demandais plus de place. Je la reprenais. Le lendemain matin, la maison baignait dans une étrange tranquillité. Aucun rire ne résonnait depuis la cuisine, aucune radio ne jouait en fond sonore, pas de bruit de céréales versées, pas de pas précipités dans le couloir. Je suis restée dans ma chambre, porte entr'ouverte, les mains posées sur mes genoux. Je n'attendais pas avec nervosité, mais avec le calme d'une décision mûrie. J'ai entendu la voiture partir, emportant les enfants à l'école, puis le silence est revenu, dense, entier. Luc a frappé doucement à ma porte peu après 10 heures. On peut parler a-t-il demandé. Sa voix s'était plus basse, plus grave. J'ai s'acquiescé, le suivant dans la cuisine. 2 tasses nous attendaient, posées sur la table en bois que j'avais payée, choisie pour sa robustesse et sa chaleur. Aujourd'hui, elle semblait appropriée pour ce qui allait suivre. J'ai tout lu, a-t-il commencé, en désignant la chemise que j'avais laissée la veille. Je n'imaginais pas que tu avais gardé autant de choses. Il avait l'air plus vieux d'un jour à l'autre. Pas par les rides, mais par le poids. Je suis désolée, maman. J'aurais dû parler, j'aurais dû agir. Je ne l'ai pas laissé s'enliser. Luc, je ne veux pas que tu sois désolé. Je veux que tu comprennes. Je ne suis pas ici par faveur. Cette maison existe parce que j'ai tout donné. Ce que j'attends, ce n'était pas de la gratitude. C'était l'équité. Il a hoché lentement la tête. Ah, Victor m'a appelé ce matin. Il m'a expliqué les options, les conséquences. Il a soupiré. J'en ai parlé à Claire. Ce n'était pas facile. Mais on va t'ajouter à l'acte de propriété. Le notaire nous reçoit cette semaine. Je n'ai pas ressenti de triomphe. Pas d'élan de victoire. Juste un ancrage profond. Merci, ai-je dit simplement. C'est un commencement. Nous avons bu en silence. Dehors, le vent agitait les feuilles du petit jardin en friche. Je me suis surprise à penser au romarin, à la lavande. Peut-être un peu de basilic aussi. Une terre à retravailler, comme moi. Je vais faire quelques changements, ai-je ajouté, posément. J'aimerais réaménager la pièce à côté de la mienne, en faire un coin lecture, un endroit qui soit à moi. Luc a relevé les yeux, surpris, puis a acquiescé. Bien sûr. Je me suis levée, non pour mettre fin à l'échange, mais pour commencer autre chose. Cette conversation n'était pas un point final, c'était une réparation. Modeste, mesurée, nécessaire. Je n'avais pas eu besoin de crier, la vérité déjà avait fait le travail. En remontant les escaliers, je n'ai pas pensé au passé. Je pensais à la lumière qui entrait par la fenêtre de cette pièce vide, à ce que j'y déposerais, à ce que j'y planterais. Les changements ne sont pas arrivés d'un coup. Ils se sont installés comme une saison nouvelle, discret, progressif, mais indéniable. La première chose que j'ai remarquée, c'est la boîte aux lettres. Elle portait désormais l'inscription Famille Dupont-Lemoine, le nom de Claire, celui de Luc et le mien, sans annonce, sans cérémonie. Juste une plaque vissée, comme un aveu muet, planté à l'entrée de la maison que j'avais contribué à bâtir. À l'intérieur aussi, les signes étaient là. Pas tous mes cadres, non, mais quelques-uns. Mon portrait de mariage était revenu sur la commode de ma chambre. Une photo de moi avec les enfants, prise lors de notre premier été ici, avait trouvé sa place dans le salon. Elle était posée sur l'étagère, entre les orchidées de Claire et le diplôme universitaire de Luc. Discrète, mais présente. Claire fit un effort, il faut le reconnaître. Elle n'était pas devenue chaleureuse, mais elle s'était devenue attentive. Elle me demandait mon avis pour repeindre la cuisine ou pour choisir une nouvelle clôture au jardin. Elle parlait désormais en disant «nous», même si son ton restait mesuré. Je n'ai pas cherché plus. Je n'avais pas besoin de son affection. Je voulais sa reconnaissance. Luc, lui, avait changé davantage. Il restait plus longtemps le soir. Parfois, il s'asseyait avec moi, une tasse de thé à la main, et parlait de son travail, des enfants, de la météo. La culpabilité ne l'avait pas quitté, je le sentais dans ses silences. Mais je n'étais pas là pour entretenir sa peine. Je voulais simplement être vue,
Et peu à peu, il me regardait à nouveau. La pièce à côté de ma chambre est vite devenue un havre. J'y ai installé une étagère prise dans le garage, remplie de mes livres d'autrefois. Un fauteuil confortable, une lampe de lecture, un plaid tissé qu'un Henri m'avait offert avant sa maladie. L'odeur y était douce, mélange de papier et d'huile de lavande. C'était mon lieu. Pas prêté, pas toléré, à moi. Je reprenais certaines habitudes, non par devoir, mais par envie. Je cuisinais de nouveau, parfois. J'aidais les enfants dans leurs devoirs, mais seulement si on me le demandait. Je ne tendais plus la main dans le vide, je n'attendais plus dans les coins. Mon rôle avait changé, il m'appartenait désormais. Il y eut encore des tensions, des journées où les sourires de Claire étaient un peu trop tendus, où des mots se glissaient trop vite. Mais je ne pliais plus, j'avais passé trop de temps à me faire petite. Un soir, après avoir refermé la porte de ma pièce, je suis restée debout dans le couloir. La lumière était douce, les bruits de la maison apaisés. Et pour la première fois depuis mon arrivée, je me suis sentie non comme une pensionnaire, non comme un poids, mais comme une femme dont le nom vivait dans ses murs, non par bruit, ni par exigence, mais par présence. Ce matin-là, j'étais debout avant tout le monde, comme souvent. Le soleil passait à travers les stores de ma petite pièce, éclairant doucement les étagères et dansant sur le vieux bureau en chêne que j'avais ramené du mas, celui que j'avais failli laisser derrière. Il reposait désormais sous la fenêtre, ses tiroirs remplis de lettres, de carnets, de papiers déjà bien rangés. Ici, je n'avais pas à demander la permission. Ici, chaque objet avait une place. Et cette place était mienne. Je commençais mes journées là, dans le silence. Une théière fumante, mon journal, le chant lointain des moineaux. Parfois je lisais. Parfois je me contentais de rester assise. Ce n'était pas de l'isolement. C'était un ancrage. La maison bougeait autour de moi. Les appels de Claire, le claquement des clés de Luc, les courses folles des enfants. Mais ici, je retrouvais quelque chose que j'avais cru perdu. Une tranquillité habitée. Les enfants venaient dans parfois, curieux. Mon petit-fils feuilletait d'un vieux dictionnaire comme s'il lisait des noms de dinosaures. Ma petite fille coloriait à la petite table que j'avais ajoutée pour eux. Je ne gardais pas la pièce comme un trésor fermé. Je la partageais, mais selon mes règles. Claire, plus distante, restait correcte. Elle frappait avant d'entrer. Un jour, elle m'a demandé une suggestion de lecture. Une autre fois, elle alla proposer de replanter le romarin dans le jardinet de devant. C'était encore formel, mais c'était un effort. Je les ai accueillis pour ce qu'ils étaient. Rien de plus. Luc, lui, était plus à l'aise. Il ne sursautait plus quand j'évoquais Victor ou le notaire. Il ne parlait plus de leur maison, mais de notre foyer. Il s'asseyait parfois dans l'embrasure de la porte, après dîner, une tasse de verveine à la main, pendant que je lisais à voix haute des extraits d'essais que j'avais autrefois enseignés. Tu as toujours cette voix de prof, m'a-t-il dit une fois. Je lui ai souri. Je m'en prends. Je ne l'ai jamais vraiment quitté. Le jardin, dehors, reprenait forme. Mon romarin poussait, courageux. J'ai planté des soucis, un peu de lavande, du basilic. La terre accueillait mes mains comme si elle me reconnaissait. La maison, elle aussi, avait changé. Pas entièrement, mais suffisamment. Mon nom n'était pas seulement sur l'acte ou la boîte aux lettres. Il vivait dans le rythme des pièces, dans les livres sur les étagères, dans les cadres revenus sur les murs. Je n'étais plus de passage. J'étais ici, à ma place. Non parce qu'on m'y avait toléré, mais parce que je l'avais reprise, doucement, patiemment, sans m'excuser. Et maintenant, c'était le moment. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau, pris ma boîte de papeterie bleu pâle. L'une des rares choses que j'avais soigneusement emballée dans un pull en laine lors du déménagement. À l'intérieur, un stylo plume, quelques brins de romarin séchés et une vieille lettre jamais envoyée. J'ai pris une nouvelle feuille et j'ai écrit. Mon cher Henri, cela m'a pris plus de temps que prévu pour trouver les mots. Mais je crois que tu serais fier. Pas parce que je me suis battue, mais parce que j'ai retrouvé qui j'étais. Je suis restée un moment, le stylo entre les doigts, à écouter le silence autour de moi. La maison dormait encore. La lampe de mon bureau jetait une lumière dorée sur le papier, enveloppant mes mots comme un châle posé sur les épaules. Un vent léger frôlait les vitres. À l'étage, j'ai entendu un enfant bouger dans son sommeil. Le foyer que nous avions bâti, toi et moi, n'existe plus. Celui où ta voix résonnait dans le couloir, où tes bottes gisaient près de la porte, je l'ai vendu. Tu t'en souviens? J'ai dit que c'était la bonne chose à faire. Et c'était vrai. J'ai offert ce que j'avais à notre fils, parce que je croyais qu'aimer signifiait donner sans attendre, sans compter. Mais je me suis trompée sur un point. Donner ne veut pas dire s'effacer. Je me suis laissée réduire à une silhouette. Ils ont oublié qui j'étais, ce que j'avais construit.
J'ai laissé mes souvenirs dans des cartons, mon passé dans un placard, et j'ai souri pour ne pas déranger. Jusqu'à ce qu'un jour, on me dise que j'étais simplement de passage, et j'ai entendu ta voix, Henri, claire, ferme. Ce n'est pas toi, Marie. Alors j'ai agi, pas en criant, pas en frappant à la porte de la justice, en montrant les traces, en parlant sans trembler. J'ai déroulé les preuves dès comme un fil. Je leur ai dit ce que j'avais donné et ce que je ne laisserai plus qu'on me prenne. Ils ont écouté. Pas tout de suite, mais assez. Aujourd'hui, j'ai une pièce à moi. Mes livres, ma lumière, mon jardin qui revient à la vie. Les enfants viennent s'asseoir près de moi, juste pour être là. Luc me regarde en face. Claire et moi avons trouvé un rythme. Ce n'est pas l'intimité, mais c'est le respect. J'ai signé cette lettre, l'ai pliée et l'ai rangée dans le tiroir avec les autres. Je n'ai pas besoin de l'envoyer. Tu n'es pas loin, tu es dans cette pièce, dans la force qu'il m'a fallu pour reprendre ma place, dans la paix que je sens à présent. En éteignant la lampe et en rejoignant mon lit, je n'ai ressenti ni vengeance, ni victoire. Seulement une paix profonde. J'ai reconquis ce lieu, non par la force, par la clarté, non pour un héritage, pour une vérité. Et enfin, Henri, je suis rentrée chez moi.